Des trous noirs qui déchirent d'énormes étoiles, des pulsars qui tournent à des vitesses incroyables et émettent de puissants faisceaux d'énergie, des nébuleuses colorées qui créent des feux d'artifice d'étoiles naissantes, des galaxies de toutes les couleurs et de toutes les tailles possibles. Oui, tout cela se trouve dans notre univers, mais il n'est pas infini, il a une limite. Un mur au sens propre, et au-delà, il y a le néant absolu. Alors embarquons pour un voyage vers ce mur. Mais commençons par le commencement. Notre univers est comme une énorme poupée russe. Si tu l'ouvres, tu en trouveras une plus petite à l'intérieur. C'est une galaxie. À l'intérieur de celle-ci se trouve encore une poupée plus petite. C'est notre système solaire. Et la plus petite poupée de toutes est la Terre. Chacune de ces poupées a des frontières que nous allons traverser. Pour cela, nous aurons besoin d'un vaisseau spatial de grande taille. Il doit aussi être capable de se déplacer 100 fois plus vite que la vitesse de la lumière. Tu montes à bord et tu démarres les moteurs. Notre première limite se trouve à 100 km au-dessus du niveau de la mer. C'est 10 fois plus haut que l'altitude des avions de ligne. Ce point s'appelle la ligne de Kármán. Elle sépare l'atmosphère terrestre de l'espace extra-atmosphérique. Maintenant, volons plus loin jusqu'au bord de notre système solaire. Nous allumons les hyperpropulseurs et passons devant Mars, Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune. Nous avons parcouru une distance de 100 unités astronomiques. Une UA est la distance entre la Terre et le Soleil. Et voici la limite de notre système solaire, l'héliosphère. Ici, la vitesse du vent solaire diminue rapidement. D'abord, elle passe de 1 million de km par heure à la vitesse du son. Ensuite, il y a une couche appelée l'héliopause. C'est là que le vent disparaît presque complètement. Puis notre vaisseau subit une vague d'étrave. C'est là que nous ressentons la force du vent interstellaire, qui entre en collision avec la frontière de notre système solaire. Lorsque tu passes cette frontière, tu te retrouves dans l'obscurité de l'espace interstellaire. Et c'est là que tu trouves les deux objets fabriqués par l'homme qui ont fait ce voyage pour la première fois dans l'histoire. Il s'agit de Voyager 1 et Voyager 2. Voyager 1 a franchi cette frontière en 2004. Voyager 2 l'a fait en 2007. Ces sondes spatiales ont découvert que l'héliosphère n'est pas une sphère parfaite autour du Soleil. Sa frontière sud est 10 UA plus proche de l'étoile que sa frontière nord. Nous nous déplaçons donc dans l'espace interstellaire et nous approchons bientôt d'un mur de pierre autour de notre système solaire. 200 000 UA plus loin, et le voilà. Ce mur de pierre est le nuage de Oort. En réalité, c'est une ceinture d'astéroïdes qui entoure notre monde. Les scientifiques pensent que le nuage de Oort pourrait être la source des comètes et des météorites qui tombent sur la Terre. Mais ils sont si dispersés que nous pouvons facilement nous glisser entre eux. Maintenant, nous sommes dans l'obscurité totale. La Voie lactée fait environ 106 000 années-lumière de diamètre. Avec une fusée classique, il faudrait des milliards d'années pour parcourir cette distance. Mais tu accélères au maximum, tu passes magistralement devant les étoiles et les planètes comme sur un circuit de course. Et en quelques minutes, tu es au bord de notre galaxie. Il n'y a plus de vent interstellaire. Tout ce que tu vois, ce sont des points lumineux quelque part au loin. Ces points sont d'énormes galaxies. Il nous faut consulter une carte pour se rendre jusqu'au bord de notre univers tout entier. Tu es ici, près de la Voie lactée. Elle fait partie d'un amas de galaxies appelé le superamas Laniakea. Mais même cet énorme amas est comme une aiguille dans une botte de foin. En faisant un zoom arrière, on trouve le superamas Hydra Centaurus. Des milliers de galaxies sur la carte ressemblent à de petits points. Zoom arrière maximum. Voici tout notre univers observable. Nous pensions qu'il était infini, mais nous avons peut-être la preuve qu'il y a une frontière. Elle se trouve ici, à 10 milliards d'années-lumière de chez nous. Même si tu te déplaçais à la vitesse de la lumière, un voyage là-bas prendrait 2 fois plus de temps que l'existence de notre planète entière. Pendant ce temps, soit le Soleil s'éteindrait, soit il exploserait comme une supernova, détruisant tout notre système solaire. Et si tu pouvais vivre aussi longtemps et revenir ensuite chez toi, tu verrais que notre galaxie n'existerait plus. Elle est depuis longtemps entrée en collision avec la galaxie d'Andromède et a fusionné en un seul grand corps cosmique. Heureusement, ton vaisseau est capable de déformer l'espace-temps pour que ce voyage prenne littéralement quelques secondes. Boum! Félicitations, tu es arrivé à destination. Le supervide d'Eridanus. Certains scientifiques pensent que cet endroit est la preuve des collisions de notre univers avec quelque chose d'assez grand pour laisser une si grande cicatrice. Le supervide d'Eridanus est un espace vide et froid de 1 milliard d'années-lumière de large. Si tu imagines ce vide comme une tasse, il pourrait contenir au moins 10 000 galaxies.
Et il est apparu après un accident aux proportions gigantesques. L'objet qui s'est écrasé dans notre univers n'était autre que un autre univers. Oui, d'autres univers peuvent réellement exister. Imagine que notre univers entier est une énorme bulle qui contient tous les amas de galaxies de l'univers observable. Il pourrait y avoir un nombre infini de telles bulles qui seraient nées pendant le Big Bang. Ces univers peuvent être différents d'une autre. Ils peuvent abriter d'autres galaxies et nébuleuses. Mais ces bulles pourraient aussi être des univers parallèles. Cela signifie que si tu as choisi des céréales plutôt que des flocons d'avoine ce matin, dans un autre univers, ton alter ego pourrait avoir choisi les flocons d'avoine. Chaque choix que tu as fait dans la vie a eu des conséquences complètement différentes dans un univers parallèle. Et comme le nombre de choix est infini, il y a une infinité d'univers parallèles. Donc, comme une bulle ordinaire, notre univers a une paroi qui se trouve près du supervide d'Eridanus. Il y a longtemps, une autre bulle est passée devant la nôtre. En se rapprochant l'une de l'autre, leurs champs gravitationnels ont commencé à interagir. Notre mur frontalier a commencé à se déformer et à s'étirer vers l'autre univers. La même chose s'est produite de l'autre côté. Puis, les parois des deux univers sont entrées en contact. Mais comme les bulles ont bougé, leur lien a commencé à se rompre. Et l'autre univers a arraché un énorme morceau du nôtre. Un vide froid s'est formé au niveau de point de collision. C'est le supervide d'Eridanus. Le problème est que l'univers a la même apparence pour un observateur quel que soit son point de vue. Par exemple, imagine un ballon de basket suspendu en l'air. Maintenant, si nous plaçons une fourmi sur le ballon et lui demandons de trouver le bord du ballon, elle se mettra à tourner autour en faisant un nombre infini de cercles. Mais le paysage autour de la fourmi ne changera pas. Tout ce qu'elle verra, c'est un univers arrondi parce que la sphère reste la même, quel que soit le point de vue. La même chose se produit lorsque nous essayons de trouver le bord de notre univers. Tout cela parce que nous imaginons le monde dans un espace tridimensionnel et que notre vue est limitée. Par exemple, tu vois un carré ordinaire dans un espace bidimensionnel. Mais si tu ajoutes de la profondeur et que tu changes le point de vue, voilà, c'est un cube. Si nous pouvions voir l'univers dans un espace à 4 dimensions, un carré pourrait être quelque chose de complètement différent. Mais peut-être pourrions-nous quitter notre bulle d'adoption. La clé pour voyager dans un autre univers se trouve peut-être à l'intérieur d'un trou noir. Un trou noir est l'un des objets les plus mystérieux de l'univers. Ils sont si massifs qu'ils déforment non seulement l'espace, mais aussi le temps. C'est comme placer un rocher très lourd sur un filet. Le filet s'affaissera et plus tu te rapprocheras du rocher, plus la courbure sera forte. Une fois que tu es dans le champ gravitationnel d'un trou noir, tu ne peux plus en sortir. Nous ne savons toujours pas ce qui pourrait se trouver au cœur d'un trou noir. Certains scientifiques supposent que les trous blancs existent aussi. Théoriquement, ils devraient naître en même temps que les trous noirs. À l'exception de la couleur, ils sont l'exact opposé des trous noirs. Rien ne peut s'approcher d'un trou blanc. Pour l'instant, il n'y a pas de données sur ces objets, mais la théorie de la relativité générale suggère qu'ils existent. Il existe également une théorie selon laquelle un trou noir pourrait être un portail vers un autre univers. Lorsque tu entres dans un trou noir, tu peux ressortir de l'autre côté par l'horizon des événements du trou blanc. Tu contournes donc la frontière des univers et tu te retrouves dans un monde complètement différent. Mais nous avons peut-être la preuve qu'un trou blanc existe. En 2006, les scientifiques ont découvert une explosion d'énergie inhabituelle à 1,6 milliard d'années-lumière de la Terre. Ce sursaut était unique. Il ne ressemblait pas à une explosion de supernova ou même à la fusion de deux trous noirs. Certains astronomes pensent que c'était la naissance d'un trou blanc, mais comme il était instable, il a été détruit presque immédiatement. Ce processus n'était pas sans rappeler la naissance de notre univers tout entier, le Big Bang. Les scientifiques l'ont donc appelé le Little Bang. Bang! C'est ainsi que tout a commencé, il y a environ 13,8 milliards d'années. Et on ne l'a compris qu'au cours des 100 dernières années. Tout ce que nous voyons dans l'espace aujourd'hui, planètes, astéroïdes, comètes, étoiles, n'était tout simplement pas là au début. Dans les années 1920, les astronomes ont eu l'idée qu'il y a très longtemps, l'univers n'était qu'un seul point. Un point extrêmement chaud, des milliers de milliards de degrés, compact et dense, qui a grossi et s'est étiré à une vitesse inimaginable. À un moment donné, de la matière a commencé à voler dans toutes les directions à la vitesse de la lumière. Le Big Bang a été un chaos total, avec des particules minuscules mélangées à de l'énergie et de la lumière. Oui, un désordre sans nom, mais tout de même, dans la première minute après le Big Bang, la base de tout ce qui apparaîtrait plus tard était presque posée.
Il n'a fait chaud que pendant cette énorme explosion. Dès que l'expansion a commencé, l'univers a commencé à se refroidir, un peu comme un gaz qui se refroidit lorsque tu le vaporises depuis une bombe aérosol. Pendant ce processus, une partie de l'énergie a en quelque sorte gelé, tout comme l'eau se transforme en glace. Ici, l'énergie pure a été gelée et s'est solidifiée en matière. 1 minute après le bang, le refroidissement était toujours en cours, extrêmement rapide et littéralement partout à la fois, puisque l'univers n'a pas vraiment de bord. Ce n'était plus seulement un point compact. La base d'une nouvelle expansion et de tout ce qui allait suivre était en train de se former. Tu te souviens de ces minuscules particules de la première phase de boom de l'univers ? Elles ont commencé à se regrouper, ce qui a formé des atomes d'hélium et d'hydrogène. Il a fallu environ 3 minutes pour que la plupart de l'hélium et tout l'hydrogène de l'espace soient fabriqués. Ces deux éléments sont les plus courants et les matériaux de base qui ont ensuite formé les premières galaxies et étoiles. Ce n'est pas parce que la base était terminée que la création de l'univers s'est arrêtée après ces 2 premières minutes. Il est vrai qu'après cela, aucun nouvel élément n'a été créé pendant des millions d'années. C'est pourquoi la version initiale de l'univers était entièrement composée d'hélium, d'hydrogène et d'énergie. Mais finalement, les atomes ont commencé à se regrouper lentement, ce qui, après beaucoup de temps, a provoqué la création de galaxies et d'étoiles. Des nuages d'hélium et d'hydrogène se sont regroupés et se sont transformés en étoiles qui avaient des forces gravitationnelles. Notre Soleil est également composé de 3/4 d'hydrogène, tandis que le reste est de l'hélium. Donc un quart ? Oui, mais à des stades ultérieurs. D'autres éléments plus lourds ont commencé à apparaître aussi, comme le carbone, le fer, l'oxygène et ainsi de suite. Il ne s'agissait pas seulement de processus chimiques au cours desquels de nouveaux éléments, étoiles ou planètes, ne cessaient d'apparaître. L'univers entier est en expansion depuis le Big Bang. Les chercheurs ont réalisé que d'autres galaxies s'éloignent en quelque sorte de la nôtre. Chère galaxie, vous devez arrêter de faire ça. Comment allons-nous découvrir la vie extraterrestre là-bas si vous ne cessez de vous éloigner ? Et ce n'est pas tout. Les galaxies les plus éloignées se déplacent en fait plus vite que celles qui sont proches de notre galaxie, la Voie lactée. L'univers est fabuleux, inconnu, mystérieux, effrayant et complètement silencieux. Imagine que tu flottes dans ta combinaison spatiale quelque part au-dessus de la Terre. Tout ce que tu pourrais entendre, c'est le bruit de ta propre respiration. Rien ne vient de l'extérieur. Comme il n'y a pas d'atmosphère, le son n'a aucun moyen de se propager ou d'être entendu. En parlant de combinaison spatiale, ce truc coûte environ 12 millions de dollars. Ce qui signifie que nous devrons attendre un peu plus longtemps avant d'aller se détendre dans l'espace. Mercure est la planète la plus proche du Soleil. On pourrait donc penser que c'est aussi la plus chaude. Pourtant, c'est Vénus qui remporte le titre de la planète la plus chaude de notre système solaire, avec une surface chauffée à une température de 450 degrés. Mercure n'a pas d'atmosphère, laquelle est chargée de réguler la température. C'est pourquoi elle ne tient pas la comparaison. Vénus a aussi des journées assez longues. Une seule journée équivaut à environ 243 jours terrestres. C'est pratique pour les personnes qui ont des listes de choses à faire assez longues et qui aiment faire les choses lentement. Cependant, Vénus tourne autour du Soleil en 225 jours terrestres, ce qui signifie qu'une année là-bas dure 18 jours de moins qu'une journée. Tu peux fêter 2 fois ton anniversaire en une journée alors ? Génial, mais l'inconvénient est que sur Vénus, il pleut de l'acide sulfurique et il neige du métal. Ce n'est plus aussi amusant, si ? La Terre a ses aspects sympas aussi. Ayant 4,5 milliards d'années et étant la seule planète connue à abriter la vie, elle compte aussi plus d'arbres qu'il n'y a d'étoiles dans la Voie lactée. 3000 milliards, alors qu'il n'y a que 100 à 400 milliards d'étoiles. Nous avons peut-être compté les arbres, mais nous en savons très peu sur nos océans. Seulement 5% de ceux-ci sont explorés, donc nous en savons moins que sur Mars ou la Lune, dont les surfaces ont été entièrement cartographiées. Il est amusant de constater que l'espace n'est qu'à 100 km de nous, en comptant à partir du niveau de la mer sur notre planète. Cela semble si proche que tu pourrais couvrir la distance juste pour aller prendre ton petit déjeuner. Et pourtant, seulement 5% de l'univers est visible depuis la Terre. Il est composé à 68% d'énergie noire, tandis que 27% sont constitués de matière noire, que nous ne pouvons pas voir avec un télescope. Si proche et pourtant si loin. Nous verrons toujours le même côté de la Lune, peu importe où nous nous trouvons sur la Terre. La Lune tourne sur son axe à la même vitesse qu'elle tourne autour de la Terre. C'est ce qu'on appelle la rotation synchrone. Les couchers de soleil sur Mars sont bleus. Cela se produit parce que la poussière fine de la planète rouge a la taille parfaite pour que la lumière bleue puisse pénétrer efficacement dans l'atmosphère de Mars. Ainsi, la lumière bleue se disperse, après quoi elle reste plus proche de la direction du Soleil, contrairement à la lumière des autres couleurs. L'univers est plein de merveilles, et l'une d'entre elles est une planète faite de diamants.
Elle est 2 fois plus grande que la Terre et les scientifiques pensent qu'elle est principalement recouverte de diamants et de graphite. Mais pour t'y rendre, tu auras probablement besoin d'une combinaison spatiale à 12 millions de dollars, ainsi que d'un vaisseau encore plus cher, mais si tu parviens à faire l'aller-retour, tu pourrais facilement le rembourser. Les scientifiques ont aussi quelques prédictions sur la fin de tout. Tu es prêt pour ça ? À ses débuts, l'univers entier était dense et compact, il était donc très épais. Mais après environ 400 000 ans, il a continué à s'étendre, ce qui l'a rendu plus transparent. Tout cela a encouragé la libération de lumière que nous connaissons aujourd'hui sous le nom de fond diffus cosmologique, ou FDC. C'est comme si tu allumais la télé sur une chaîne vide et que tu coupais le câble. Tu verras des points statiques, noirs et blancs, bouger sur ton écran. Ils sont un peu comme le FDC et aussi une rémanence de toute cette énergie qui a été libérée pendant le Big Bang. Le FDC est toujours là, les astronomes peuvent le voir grâce au télescope à micro-ondes. L'expansion ne s'est jamais vraiment arrêtée, l'univers s'étend toujours chaque seconde à une vitesse incroyable, ce qui fait que tous les objets de l'espace s'éloignent les uns des autres en permanence. Nous le savons parce que le soleil des autres galaxies apparaît plus rouge qu'il ne devrait l'être. Cela s'appelle le décalage vers le rouge, et cela se produit lorsque la source de lumière s'éloigne de celui qui l'observe. Ensuite, il y a la gravité. Elle attire tous les objets de l'univers les uns vers les autres, ce qui explique pourquoi les planètes continuent à tourner autour du Soleil, ou pourquoi notre système solaire tourne autour du centre de la Voie lactée. C'est pourquoi nous restons sur le sol, alors que dans l'espace nous flotterions, puisqu'il n'y a pas de gravité là-haut. Ayant tout cela à l'esprit, les scientifiques ont eu l'idée qu'un jour, l'univers prendra simplement la direction opposée et commencera à rétrécir, ce qui sera connu sous le nom de Big Crunch. Que cela se produise réellement ou non dépend du type de notre univers. S'il est ouvert, il continuera à s'étendre et rien ne pourra jamais l'arrêter. Mais au fil du temps, s'il s'étire, la densité deviendra si faible que les galaxies ne pourront plus former de nouvelles étoiles et que celles qui existent déjà disparaîtront. Lorsque l'espace perdra toute sa lumière et sa chaleur, la vie ne sera plus possible. L'univers restera simplement à un au-delà froid qui continuera à s'étendre dans une obscurité sans fin. Ensuite, Big Crunch ou pas, bang, tout disparaîtra. Heureusement que nous avons des milliards d'années devant nous, n'est-ce pas ? Nous ne serons certainement plus là à ce moment. Voici la planète Terre et son satellite, la Lune. Zoom arrière, voici notre système solaire. Un peu plus loin, la galaxie de la Voie lactée. Nous sommes un petit point parmi un nombre infini d'étoiles. Maintenant, encore plus loin, un amas de galaxies. Des points et des tourbillons dans l'espace infini. Plus loin, il y a le super amas de Laniakea, le petit point ici est notre galaxie. On continue, le super amas de l'Hydre Centaure. D'énormes amas comprenant des milliers de galaxies forment à peine une tache vue d'ici. Ensuite, le super amas du Pan Indien. C'est une zone mesurant 200 millions d'années-lumière de large. Nous pouvons faire un zoom arrière jusqu'à voir la totalité de l'univers observable. Chaque petit point ici contient en fait des milliers de galaxies et des milliers de milliards d'étoiles. Les scientifiques pensent que notre univers pourrait ressembler à une bulle qui pourrait entrer en collision avec un autre univers. Oui, d'autres univers pourraient exister. En fait, il y en aurait même un nombre infini. Tous ont pu apparaître après le Big Bang. Une collision entre eux n'est pas non plus impossible. En tout cas, cela a déjà pu se produire. Et la preuve est ici, en direction de la constellation de l'Éridan. Cet endroit s'appelle le supervide de l'Éridan. Il fait environ 1 milliard d'années-lumière de large. En comparaison, la largeur de notre galaxie entière n'est que d'environ 100 000 années-lumière. Il n'y a absolument rien dans cet endroit, et c'est peut-être la trace d'une ancienne collision entre notre univers et un autre. Les scientifiques pensent qu'ils seraient passés l'un à côté de l'autre, et que les forces gravitationnelles de chacun ont commencé à attirer ces bulles les unes vers les autres, comme 2 gouttes d'eau quand elles sont très proches. Mais la vitesse des univers était trop élevée pour qu'ils puissent continuer à interagir. Donc l'autre univers a juste arraché un morceau du nôtre. Il pourrait y avoir eu environ 10 000 galaxies dans ce vide. Et toutes ont été soit détruites, soit prises par l'autre univers. Voyageons aux confins de notre univers pour voir comment cette collision a pu avoir lieu. Nous voici à 10 000 milliards d'années-lumière de chez nous. Ici, dans une autre galaxie, nous voyons d'étonnantes nébuleuses de couleurs et de formes différentes. Mais si on regarde dans l'autre direction, il y a un énorme mur qui se déplace vers nous. Toutes ces étincelles brillantes sur le mur sont d'énormes galaxies sur le point d'entrer en collision avec nous. Mais en fait, c'est un énorme miroir qui ne reflète que notre univers. Ici, l'espace-temps est déformé et est attiré vers un autre univers, à toute vitesse. Les lois de la physique classique ne s'y appliquent pas. La gravité pourrait disparaître, donc toutes les étoiles exploseraient,
et les gens à la surface des planètes seraient soudain en apesanteur. Mais si les univers s'écrasaient directement l'un sur l'autre, ce serait encore plus effrayant. L'énorme quantité d'énergie due à cette collision provoquerait une incroyable explosion, qui détruirait tout ce qui se trouve dans notre bulle. Mais les deux bulles pourraient aussi se mettre à fusionner. Au début, toutes les galaxies à la périphérie des univers seraient déchirées. Puis la fusion commencerait. Les galaxies se mettraient à bouger de façon chaotique. Elles se frôleraient, se sépareraient, entreraient en collision et exploseraient. La collision de deux galaxies prendrait tout de suite des proportions énormes. Et cela pourrait arriver près de chez nous, très bientôt, enfin à l'échelle intergalactique. La galaxie d'Andromède se dirige vers nous. C'est une galaxie en spirale qui fait 2 fois la taille de la nôtre. Elle comprend 1 billion d'étoiles, soit 2 fois plus que notre Voie lactée. Et au centre même de cette galaxie se cache une bête, un trou noir, dont la masse fait 200 millions de fois celle du Soleil. Des géantes rouges, des centaines de fois plus grandes que notre Soleil. Des pulsars émettant d'énormes quantités d'énergie, comme des projecteurs. Des étoiles errantes et des trous noirs de toute taille. Cette soupe mortelle se déplace vers nous à 100 km par seconde. Un voyage de New York à Los Angeles à cette vitesse ne prendrait que 30 secondes. Le disque d'Andromède est déjà visible à l'œil nu, les nuits sans lune. Avec le temps, il sera encore plus grand. Comme Andromède se rapproche de nous, sa forme gravitationnelle va commencer à étirer les bras de la spirale que forme notre galaxie. Elle se déroulera, les étoiles et les planètes perdront leur orbite. Un scénario possible est qu'un astéroïde inconnu, voire une planète naine de la galaxie d'Andromède, s'écrase contre la Terre à une vitesse incroyable. Notre planète exploserait comme un ballon à cause de cet impact. Il y a aussi l'éventualité des collisions stellaires. Notre Soleil ferait ainsi face à une autre étoile. La plus grosse des deux commencera lentement à consommer la plus petite. D'abord, elle lui volera ses couches supérieures les plus légères, puis elle l'aspirera comme un spaghetti, ou peut-être même comme un rigatoni. Quand une grande étoile atteint son poids critique, elle éclate. Cette explosion détruira tout notre système solaire. L'onde de choc atteindra peut-être même d'autres étoiles voisines. Dans un autre scénario, notre système solaire sera projeté dans l'espace. Imagine une balle de tennis attachée à une corde. Si tu fais tournoyer cette balle au-dessus de ta tête comme une fronde, en la lâchant, elle partira loin. C'est ce qui arrivera au Soleil et à toutes les planètes qui l'entourent. Nous nous retrouverons dans un espace sombre et glacial. Mais la vie sur Terre ne sera pas affectée. Nous aurons toujours notre étoile brillante pour nous tenir chaud. Le seul inconvénient est que toutes les étoiles de notre ciel nocturne disparaîtront. Le plus probable serait que la fusion de deux galaxies géantes n'ait aucun effet sur nous. Le fait est que la distance entre les étoiles et les planètes dans l'espace est énorme. Donc elles peuvent très bien se mélanger entre elles et former un nuage géant. Ce serait comme mettre du sable fin dans un grand tamis. Les objets n'interagiront pas entre eux. Mais le plus intéressant arrivera aux trous noirs situés au centre de nos galaxies. Pour l'instant, ils sont entourés d'un amas de poussière et d'étoiles. Quand Andromède et la Voie lactée se rapprocheront, ils commenceront à danser l'un avec l'autre. Salsa ou tango? Et quand les trous noirs se rapprocheront, ils commenceront à avaler toute la matière qui les entoure. Des milliards de tonnes de poussière d'étoiles colorées, d'astéroïdes et autres particules seront aspirés par chaque trou noir. On pourrait croire que ce processus se déroule lentement, mais c'est faux. Les objets supermassifs comme les trous noirs déforment la grille de l'espace-temps. Le temps est donc beaucoup plus lent près des trous noirs. Et tous les objets qui semblent rester à l'horizon des événements pendant des semaines, voire des mois, ont en fait disparu depuis longtemps. Lorsque les trous noirs se rejoindront, ils fusionneront en un seul trou noir supergéant. Mais sa masse sera légèrement inférieure à leurs deux masses combinées, car une partie sera transformée en énergie. Lors d'une collision si forte que ces ondes seront ressenties dans d'autres galaxies. Un énorme trou noir rassemblera alors autour de lui tout ce noyau dense et chaud issu des deux galaxies. À un moment donné, le trou noir se sentira repu et projettera de puissants jets d'énergie dans l'espace. C'est ce qu'on appelle un noyau galactique actif. C'est l'un des phénomènes les plus brillants de l'univers et la plus puissante source de rayonnement électromagnétique jamais connue. Ces jets peuvent mesurer plus de 5000 années-lumière. En comparaison,
La distance entre la Terre et l'étoile la plus proche, Proxima Centauri, n'est que de 4,2 années-lumière. L'explosion qui accompagnera ces jets aura la puissance de 100 explosions de supernova. L'onde de choc pourrait même atteindre les bords d'une nouvelle galaxie. Et cette explosion serait visible à des millions d'années-lumière de distance. Il y aura alors des nuages denses de poussière multicolore au centre des galaxies fusionnées. Le poids de ces nuages sera si important qu'ils se mettront à rétrécir et à prendre une forme ronde, et deviendront si lourds qu'ils se comprimeront en un noyau, où des réactions nucléaires auront lieu. La température se mettra à augmenter, et boum, une supernova. C'est comme un véritable feu d'artifice au centre des galaxies. Des étoiles jailliront de ce brouillard pour former de nouveaux systèmes. À ce moment-là, les bras des deux galaxies qui s'étaient écartés reprendront lentement leur forme initiale. Le centre supermassif de notre galaxie aura une telle force gravitationnelle qu'il affectera les étoiles et les nébuleuses situées à des centaines de milliers d'années-lumière. Les bras de la galaxie se tordront à nouveau et nous aurons une nouvelle galaxie complétée. La voie d'Andromède, ou l'Andromède lactée, ou l'Androctée, la voie Andro-Milky-Méda, blablabla. Difficile à dire. Tu voyages dans l'espace profond en tournant autour des étoiles et des galaxies. Waouh! On dirait bien que cette nébuleuse multicolore va bientôt s'effondrer sous son propre poids et exploser comme une supernova. Maintenant, tournons prudemment autour de ce trou noir. Essaye de ne pas te faire prendre dans son champ gravitationnel, où il t'avalera tel un monstre de l'espace. Mais attends, c'est quoi cette étrange structure là? C'est un mur de lumière. Et si tu regardes bien, tu verras que chaque point lumineux est une galaxie entière. Ce mur compte environ 100 000 galaxies. La Voie lactée compte 100 milliards d'étoiles. Ce mur contient donc 1 billiard d'étoiles, soit 10 suivi de 15 zéros, qui sont semblables à notre Soleil. On appelle cette structure géante le mur du pôle Sud. Elle est située à environ 500 millions d'années-lumière de la Terre. En comparaison, l'étoile la plus proche de chez nous est Proxima Centauri, et elle se trouve à environ 4,2 années-lumière. Les fusées actuelles pourraient parcourir cette distance en environ 73 000 ans. Du coup, le voyage vers le mur du pôle Sud durerait probablement plus longtemps que notre système solaire lui-même. Ce mur est tout simplement gigantesque, même à l'échelle cosmique. Il fait environ 1,37 milliard d'années-lumière de long. Pour te donner une idée de la taille de ce mur, la Voie lactée ne fait que 100 000 années-lumière de large. Mais tu ne peux pas voir ce mur, même avec le plus puissant des télescopes. Le problème, c'est que la Voie lactée elle-même t'en cache la vue. Elle est si lumineuse que ce mur en est invisible. C'est comme quand tu essayes de regarder le ciel étoilé dans une métropole. La pollution lumineuse ne te permet pas de le faire. Les scientifiques ont pu détecter ce mur galactique en mesurant le décalage vers le rouge. Nous savons que tous les objets de l'univers sont en mouvement. Ils se sont écartés les uns des autres à la suite du Big Bang, qui s'est produit il y a des milliards d'années. Et lorsque les galaxies se déplacent, leurs ondes lumineuses changent légèrement. En mesurant ce changement, nous pouvons connaître la nature d'un objet et comment il se déplace. Et ce mur n'est même pas le plus grand de notre univers. Le plus grand, c'est le grand mur d'Hercule Couronne boréale. Une superstructure géante et plate d'environ 10 milliards d'années-lumière de large. Cela représente environ 10% de l'ensemble de l'univers observable. Et il s'agit aussi d'un mur, soit un amas de galaxies. Nous avons pu détecter cette structure géante grâce à des salves de rayons gamma. C'est l'événement électromagnétique le plus lumineux de tout l'univers. Tu pourrais même le voir depuis les confins de celui-ci. De telles salves sont un événement très rare. Dans la Voie lactée, par exemple, elles ne se produisent qu'une fois tous les quelques millions d'années. Si nous remarquons un grand nombre de salves de ce type en un court laps de temps et provenant du même endroit, cela signifie qu'on trouvera là de nombreuses structures semblables à la Voie lactée. Il y a énormément de galaxies dans l'univers. Une autre structure géante exceptionnelle est le Huge LQG, ou immense grand amas de quasars. Il fait environ 4 milliards d'années-lumière de diamètre. Il faut donc à un photon de lumière autant de temps pour aller d'un côté à l'autre de cette structure qu'il en a fallu à la Terre pour se développer de sa naissance à aujourd'hui. Et si tu mettais l'immense grand amas de quasars sur une balance, il serait 6,1 milliards de fois plus lourd que notre Soleil. Les scientifiques ont découvert qu'il y a au moins 73 quasars dans cette structure. Ils sont parmi les objets les plus extraordinaires de l'univers. Ce sont eux les noyaux actifs des galaxies. Au centre d'un quasar se trouve un trou noir supermassif. Ce géant dévore toute la matière qui l'entoure. L'immense force de gravité tord la matière autour du trou noir, formant un disque.
Et ce disque est la source du rayonnement la plus puissante qui existe. Pour te faire une idée, le rayonnement d'un seul quasar est des dizaines ou des centaines de fois plus puissant que celui de toutes les étoiles de notre galaxie réunies. Grâce à ce rayonnement, nous pouvons détecter les quasars même à de très grandes distances. C'est pourquoi on les appelle aussi les balises de l'univers. Les scientifiques utilisent les quasars pour étudier l'univers et tout ce qui bouge en son sein. L'un des quasars les plus éloignés de nous se trouve à environ 13,1 milliards d'années-lumière. Cela en fait l'un des objets les plus anciens de l'univers. Il est apparu environ 690 millions d'années après le Big Bang, et il est presque 3 fois plus vieux que notre système solaire. Il brille toujours avec une luminosité extrême, étant environ 4 suivi de 14,0 fois plus lumineux que le Soleil. Les scientifiques nous expliquent qu'au centre de ce géant se trouve un trou noir supermassif, 800 millions de fois plus lourd que le Soleil. Toutes ces structures géantes ne sont pourtant que les blocs de construction de notre univers. Regarde, voilà notre système solaire. Maintenant, fais un petit zoom arrière. Là, c'est l'endroit où se trouve notre étoile dans la galaxie de la Voie lactée. Fais encore un petit zoom arrière. Voici un groupe local de galaxies. Tous les points brillants que tu vois là sont des galaxies. Voici Andromède, et voici la galaxie du Triangle, plus quelques douzaines d'autres galaxies légèrement plus petites. Elles sont toutes liées les unes aux autres par la gravitation. La taille de cette structure est d'environ 10 millions d'années-lumière. C'est 100 fois la largeur de notre galaxie. Encore un zoom arrière, s'il te plaît. Ceci est le super amas de la Vierge. Il est 20 fois plus grand que le groupe local. Il y a là environ 30 000 galaxies différentes. Et la masse de l'ensemble fait environ 1 suivi de 15 zéros fois la masse solaire. Zoom arrière, l'Aniakea. Cette structure est presque 3 fois plus grande. Elle comprend le super amas de la Vierge et d'autres amas plus petits. Et elle contient environ 100 000 galaxies. Ce n'est pas encore fini. Fais encore un zoom arrière. Voici le complexe de super amas Poisson-Baleine. Cette structure galactique géante contient environ 60 amas de galaxies. Il y a donc ici plus de galaxies que de grains de sable dans le désert. Allez, tu sais quoi faire. Zoom arrière. Ouf. Voici tout l'univers observable. Il y a plus de 500 milliards de galaxies. Et les étoiles, eh bien, il y a environ 1 milliard de billions d'étoiles. L'univers observable a sa propre structure. Les amas de galaxies forment des chaînes et des murs, comme tu l'as déjà vu. Mais ces chaînes sont séparées par d'énormes régions de néant absolu. Ces zones sont appelées des vides. Dans ces endroits, il n'y a pas de matière du tout. Il y a moins de molécules dans ces vides que dans une salle déserte. L'un de ces vides jouit d'une réputation très mystique. Il s'agit du vide de l'Éridan, ou point froid. Il est apparu ici seulement 380 000 ans après le Big Bang. Il fait presque 1 milliard d'années-lumière de large et pourrait contenir des centaines, voire des milliers de galaxies et des billions d'étoiles. Certains scientifiques pensent que ce point froid pourrait être le résultat de la plus grande collision jamais survenue. Une collision d'univers. Il existe une théorie selon laquelle notre univers est une sorte de bulle. Une énorme sphère contenant tous ces murs et toutes ces chaînes de galaxies. Imagine maintenant qu'il y ait un nombre infini de ces bulles. Il pourrait s'agir de mondes parallèles ou de différents univers. Il y a de nombreuses années, une bulle s'est approchée de la bulle de notre univers. Leurs parois se sont touchées et les deux univers se sont connectés pendant un moment, comme deux gouttes d'eau qui se rejoignent. Mais cet univers a continué à bouger. La zone où les bulles se rejoignaient est devenue de plus en plus fine jusqu'à ce que le lien soit rompu et que les deux bulles se détachent l'une de l'autre. À ce moment-là, le deuxième univers a arraché une partie de la matière de notre bulle. Toutes ces galaxies qui remplissaient le vide de l'Éridan se sont retrouvées dans un univers parallèle. Des scientifiques ont avancé l'hypothèse que nous pourrions bien un jour rencontrer d'autres bulles. Mais voler jusqu'au mur supposé de notre univers prendrait une éternité. Et il faudrait encore plus de temps pour voler dans l'espace interuniversel. Nous devrons donc utiliser des portails ou des trous de verre. Voici comment cela fonctionne. Imagine une feuille de papier avec un point A d'un côté et un point B de l'autre. Au lieu de traverser toute la feuille de papier, nous plions simplement la feuille, de sorte que le point A se trouve juste au-dessus du point B. Il ne reste plus qu'à faire un petit trou et le voyage ne prend que quelques instants. Certains scientifiques pensent que de tels passages d'un univers à l'autre se trouvent à l'intérieur des trous noirs. Mais comment survivre si l'on tombe dans un trou noir ? Il suffit d'en choisir un qui soit assez grand. Tout est une question de gravité. Imagine-toi en train de tomber vers un trou noir en ce moment même. Plus tu t'en approches, plus son effet est puissant. Il s'intensifie à chaque centimètre. À un moment donné, la force gravitationnelle qui affecte ta tête est beaucoup plus forte que celle qui affecte tes pieds. Puis tu te transformes en spaghetti. Miam!
Mais si tu choisis un trou noir supermassif, comme ceux qui se trouvent au centre des galaxies, la force gravitationnelle augmente plus progressivement. Ils peuvent être des millions de fois plus lourds que le Soleil et beaucoup plus grands. Mais la force gravitationnelle sur ta tête et tes pieds sera presque égale et tu ne souffriras pas. Qui sait, peut-être que si tu réussis à survivre à une chute dans un trou noir aussi massif, tu te retrouveras dans un univers complètement différent où les lois de la physique n'ont plus rien à voir avec celles que nous connaissons. Mais pour l'instant, ce n'est qu'une théorie. Bien des questions restent sans réponse en physique. Comment la matière et l'énergie universelle sont-elles apparues? D'où vient la gravité? La liste est longue. Nous travaillons depuis des années à obtenir des réponses. Une personne mérite d'être mentionnée dans ce contexte. Paramahamsa Tewari, l'auteur de la théorie dite des vortex spatiaux. Qu'est-ce que cette théorie et que nous dit-elle? Des lois cachées de l'univers. Nous allons voir ça. Paramahamsa Tewari est l'ancien directeur exécutif de la Nuclear Power Corporation, en Inde. Il a repris la théorie des tourbillons proposée pour la première fois par René Descartes pour tenter d'expliquer la pesanteur, et l'a finalisée. Tewari a toujours été inspiré par la physique et ses maîtres, et ce depuis l'époque où il étudiait l'ingénierie électrique. Après une étude rigoureuse de certaines lois, il a découvert de nouvelles équations définissant la matière, ainsi que la masse et la charge de l'électron. Il a ensuite élaboré sa théorie des vortex. Cette théorie visait à expliquer certains phénomènes mystérieux, notamment la création de l'électron et des champs d'énergie gravitationnelle, électrostatiques et électromagnétiques, ainsi que d'autres choses. Elle décrit également les 6 lois cachées de l'univers qui sous-tendent notre monde. Mais tout d'abord, voyons cette théorie. La théorie des vortex spatiaux suggère que l'univers est constitué de vortex, ou de réseaux d'énergie tourbillonnants. Et, selon Tewari, ces tourbillons seraient les éléments fondamentaux de l'univers. Ils seraient un peu le moteur des lois de la physique et des principes fondamentaux de notre monde. En gros, tout dans l'univers serait connecté et interconnecté grâce à ces tourbillons. Cette théorie n'est pas vraiment basée sur des observations réelles, mais plutôt sur des modèles mathématiques et informatiques. Par exemple, certains modèles informatiques ont montré comment ces tourbillons fonctionnent en hydrodynamique et en physique des plasmas. Ils ont montré que les tourbillons dans ces systèmes peuvent avoir un point d'attraction central et être interconnectés. D'autres modèles ont permis d'étudier comment l'énergie se déplace à l'intérieur des tourbillons, en créant différentes fréquences et vibrations. Mais certains experts ont reproché à Tewari de n'utiliser que des modèles et des simulations. La plus grande critique est que cette théorie ne peut pas être réellement testée. Elle repose sur les mathématiques et non sur des données expérimentales. Pour cette raison, elle n'est pas acceptée de manière officielle par les scientifiques. Mais elle est tout de même intéressante et apporte un point de vue unique sur l'univers et notre compréhension de ses lois. Par exemple, selon Tewari, l'univers posséderait des principes cachés qui seraient à l'origine de la création de la matière fondamentale, de son assemblage et de son mouvement. Quelles sont ces lois et que nous disent-elles? Jetons-y un coup d'œil. Loi 1. L'univers ne possède qu'une seule entité primordiale, l'espace, c'est-à-dire le vide absolu, qui structure la matière. Selon cette loi, l'espace est l'élément fondamental de l'univers et il est responsable de la structuration de la matière. Elle suggère que l'espace est l'entité fondamentale qui crée et conserve la structure de la matière, et que toute la matière de l'univers est constituée des mêmes particules fondamentales, comme les électrons et les positrons. Essayons d'exprimer ça avec des mots simples. Imagine que l'univers est comme un grand jeu de Lego. Il serait, tout comme les Lego eux-mêmes, composé de petites briques ou éléments fondamentaux. On appelle ces éléments des électrons et des positrons. Essayons d'exprimer ça avec des mots simples. Imagine que l'univers est comme un grand jeu de Lego. Il serait, tout comme les Lego eux-mêmes, composé de petites briques ou éléments fondamentaux. On appelle ces éléments des électrons et des positrons. Mais qu'est-ce qui retient toutes ces briques? L'espace, bien sûr. L'espace leur donne une forme et une structure. Comme ta boîte de Lego retient toutes tes briques colorées. Cette première loi stipule donc que l'espace est l'élément fondamental qui structure la matière et assure la cohésion de l'univers. Loi 2. La matière est constituée d'une seule sorte de particules fondamentales, les électrons et les positrons. Cette loi stipule que toute la matière de l'univers est constituée des mêmes particules fondamentales, l'électron et le positron.
Ce sont les briques de Lego dont nous venons de parler. Selon cette deuxième loi, ces minuscules particules invisibles constitueraient tout, de l'atome minuscule à l'immense galaxie. Quelle que soit la forme ou la taille de notre construction en Lego, elle est toujours constituée des mêmes éléments. Loi 3. La distribution des champs dans l'espace, telle que reconnue par la physique contemporaine, liée à la matière et émanant d'elle, est issue d'un seul champ fondamental dans l'espace. Cette loi stipule que les champs reconnus par la physique contemporaine, tels que les champs électromagnétiques et gravitationnels, sont des effets découlant d'un seul champ fondamental dans l'espace. Elle suggère que ce champ fondamental est responsable de la création de tout ce que nous observons dans l'univers. Tentons de simplifier les choses. Cette fois, imagine que l'univers est comme un grand terrain de jeu. Les différents champs que nous observons, comme le champ gravitationnel et le champ électromagnétique, sont comme différents jeux présents sur ce terrain. Mais l'important, c'est que nous sommes toujours dans un seul et même espace fondamental, le terrain de jeu lui-même qui maintient tout ensemble. Selon cette troisième loi, sans le terrain de jeu, nous ne pourrions jouer à aucun jeu. Et sans ce champ fondamental dans l'espace, nous ne pourrions observer aucun champ dans l'univers. Loi 4. Il n'y a de vide dans l'espace nulle part dans tout l'univers, sauf au centre des particules fondamentales de la matière, électrons et positrons. Cette loi stipule qu'il n'y a pas d'espace vide dans l'univers, et que tout l'espace est rempli par le champ fondamental, celui dont nous avons parlé précédemment. Les électrons et les positrons se trouvent partout, et même les choses que nous considérons comme vides, comme le vide, sont en fait remplis de minuscules particules. Selon cette loi, les seuls espaces vraiment vides que nous pouvons trouver dans l'univers se trouvent au centre des particules fondamentales, électrons et positrons. Loi 5. À partir d'une seule constante universelle fondamentale, toutes les constantes considérées comme universelles dans la physique contemporaine sont dérivables. Cette loi stipule que toutes les constantes considérées comme universelles dans la physique contemporaine peuvent être dérivées d'une seule constante fondamentale. Toutes les constantes de la physique sont interconnectées et peuvent être expliquées par un seul principe fondamental. Je sais que je t'ai déjà beaucoup demandé de te servir de ton imagination, mais sois patient avec moi. Cette fois-ci, imagine que l'univers est une grande recette de cuisine. Toutes les constantes de la physique, comme la vitesse de la lumière, la constante gravitationnelle et la constante de Planck, sont des ingrédients. Ils sont en grand nombre et tous très différents. Mais, tout comme tous les ingrédients d'une recette sont interconnectés et s'assemblent pour former un seul plat, toutes les constantes de la physique s'assemblent pour former l'univers. Et tout comme une recette a un ingrédient principal qui maintient tout ensemble, la physique a également une constante fondamentale unique qui maintient tout ensemble. Loi 6. La structure spatiale de la matière fondamentale sous-microcosmique se répète uniformément dans les structures spatiales des corps macrocosmiques comme les planètes, les étoiles et les galaxies. Cette loi stipule que la structure des particules fondamentales qui composent la matière se répète uniformément à toutes les échelles, des particules subatomiques aux grands corps macrocosmiques. Elle suggère que les mêmes principes fondamentaux régissent la structure de la matière à toutes les échelles. Revenons à notre analogie culinaire. En utilisant différents ingrédients et en les combinant de différentes manières, notre cuisinier peut créer de nouveaux plats. Ces plats seront tous différents, et ils peuvent être très simples ou très complexes. Mais en les créant, le cuisinier applique toujours les mêmes principes et les mêmes connaissances. De la même façon, l'univers crée différentes structures, des atomes aux galaxies en passant par les étoiles et les planètes. Mais il utilise toujours les mêmes principes fondamentaux pour créer toutes ces choses. Cette loi suggère donc que la structure des particules fondamentales qui composent la matière est répétitive et uniforme à toutes les échelles. Voilà les 6 lois fondamentales de l'univers, selon Tewari. Et même si tout ça n'est pas accepté par la science officielle, c'est quand même quelque chose de très intéressant. « 13,8 milliards d'années, une mystérieuse explosion s'est produite dans l'espace. C'était le chaos.
Un moment où les étoiles, les planètes, les astéroïdes, le reste des corps spatiaux et les galaxies sont nés. C'était le Big Bang, une théorie que nous connaissons tous. Mais personne ne sait avec certitude ce qui s'est passé, d'où vient l'univers et ce qu'il y avait avant. Certains pensent même que l'univers est passé par un cycle où il s'est contracté et étendu plusieurs fois. En 1991, un cosmologiste de l'université de Stanford nommé Andrei Linde a soumis un article dont l'idée principale suggérait la possibilité que l'univers ait été créé dans un laboratoire. Selon sa théorie, il y avait une chance qu'une civilisation avancée quelque part dans le monde ait créé notre univers. Cette civilisation aurait créé un cosmos entièrement nouveau, qui a ensuite évolué vers ses propres planètes, étoiles et formes de vie intelligentes. 30 ans plus tard, de nombreux scientifiques prennent cette théorie très au sérieux. Ils ont même commencé à parler de choses que nous, en tant que civilisation, pourrions faire pour atteindre un niveau aussi avancé. La théorie dit que cette civilisation avancée a décidé d'ajouter une technologie qui a aidé à créer un nouvel univers à partir de rien. Cela a eu lieu par le biais du tunnelage quantique. Cela se produit quand un atome peut apparaître de l'autre côté d'une barrière, même si c'est censé être impossible, compte tenu des lois de la physique de notre monde. Comme par exemple, si tu voulais passer de l'autre côté d'un grand mur, mais que tu ne peux pas le passer avec des échelles ou le contourner. Imagine que tu peux simplement le traverser comme un fantôme. Dans notre monde, ce n'est pas possible, mais une civilisation plus avancée pourrait être capable de le faire. De plus, ils auraient compris comment ils pouvaient créer de nouveaux univers. En ce moment, à l'échelle cosmique, nous pourrions être une civilisation de classe C. Nous ne savons pas comment recréer certaines choses, par exemple les conditions sur la Terre si notre étoile centrale, le Soleil, s'éteint. Si nous parvenons à devenir une civilisation de classe B, nous apprendrons à ajuster les conditions pour être indépendants du Soleil. Cela signifie que nous pourrions peut-être même apprendre à vivre sans lui. Et si nous passons au niveau supérieur et devenons de classe A, nous saurons comment recréer les conditions cosmiques et produire notre propre cosmos dans nos laboratoires. Pensons au monde dans lequel nous vivons à travers 3 dimensions d'espace, Est-Ouest, Nord-Sud et Haut-Bas. Il y a aussi une dimension de temps, ce qui signifie que nous pouvons distinguer le passé du futur. Une 5e dimension représenterait une dimension supplémentaire de l'espace. La théorie de son existence a été mentionnée pour la première fois dans les années 1920. Elle a été inspirée par la théorie de la gravité d'Albert Einstein, qui a déclaré que l'espace-temps est déformé par la matière et l'énergie. Nous ne pouvons pas percevoir ces 4 dimensions, mais nous voyons comment un objet se déplace et l'attribuons à la gravité. Et peut-être qu'il y a une autre force, comme la force électromagnétique, qui est plus de 1000 fois plus forte que la gravité et qui pourrait expliquer les choses qui se passent dans cette dimension supplémentaire de l'espace. La 5e dimension est courbée, de sorte que nous ne pouvons pas la voir. Mais l'idée de cette dimension a été mentionnée dans une théorie des cordes. Elle considère l'univers comme de très petites cordes de masse énergie et non comme des particules. Elle vibre dans un espace-temps à 10 dimensions, sachant que 6 d'entre elles prennent moins de place qu'un seul atome. Cela a conduit à l'image de l'univers comme une île en 3D qui flotte dans un espace-temps à 10 dimensions. De plus, la 5e dimension pourrait être une excellente explication pour nous en dire plus sur la matière noire. C'est la matière invisible qui a une masse, mais que nous ne pouvons pas voir et qui ne peut pas interagir avec la matière ordinaire. Or, la matière noire représente 85% de toute la matière de notre univers. L'univers ne peut pas être immobile, il est constamment en mouvement, se contractant ou s'étendant. Nous pensions qu'il y avait 100 milliards de galaxies, mais il s'avère qu'il y en a plus d'1 trillion. Les galaxies s'éloignent les unes des autres. C'est ce que cela signifie lorsque les scientifiques disent que l'univers est en expansion continue. Il y a des vides entre les galaxies qui s'étendent parfois sur des millions et des millions d'années-lumière. Ils peuvent sembler vides, mais ils peuvent aussi contenir beaucoup plus de matière que ce que nous pouvons trouver dans les galaxies. Pourtant, les étoiles ne peuvent généralement pas s'y former car la matière entre ces zones a une densité plus faible. Mais il y a quand même beaucoup d'étoiles dites intergalactiques. Un bon exemple est l'amas de galaxies de la Vierge, dont 10% sont des étoiles intergalactiques. Nous ne savons pas exactement comment elles sont arrivées là, mais il y a 2 façons possibles. Première option, les étoiles peuvent entrer en collision, fusionner ou passer près d'une autre galaxie qui peut les faire décoller de leur galaxie mère. Deuxième option, un trou noir supermassif peut accélérer une étoile à une vitesse très élevée s'ils se rencontrent de près, ce qui peut, là encore, faire qu'une étoile soit expulsée de sa galaxie mère. Si tu disposais d'un aimant géant, tu pourrais même extraire quelque chose des environs d'un trou noir.
C'est possible si le champ magnétique près d'un trou noir supermassif est aussi fort que le champ gravitationnel du trou noir. Mais cela ne fonctionne pas si nous parlons de matériel qui se trouve déjà au-delà de l'horizon des événements du trou noir. C'est la limite où la force gravitationnelle est si puissante que même la lumière ne peut pas s'en échapper. Il faudrait que tu accélères ce matériau au moins à la vitesse de la lumière pour qu'il puisse s'échapper. Pour cela, tu aurais besoin d'une quantité infinie d'énergie. Mais un aimant pourrait t'aider si quelque chose se dirige vers le trou noir mais n'est pas encore entré à l'intérieur. Lorsque l'on évoque les trous noirs, tu as sans doute en tête l'image d'un vide géant dans l'espace. Mais la Voie lactée est très probablement pleine de milliers de trous noirs plus petits qui flottent dans la galaxie. Lorsqu'une étoile arrive à sa fin, elle est détruite dans une explosion de supernova qui est un cataclysme d'énergie. Durant cette explosion, les densités dans le noyau atteignent un état suffisamment intense pour que rien ne puisse s'échapper. Au même moment, la majeure partie de l'étoile explose vers l'extérieur, mais une partie s'effondre vers l'intérieur, créant un trou noir. Plus l'étoile est grosse, plus le trou est gros. Le trou noir avale alors tout ce qui se trouve sur son chemin, y compris les autres étoiles. Lorsqu'une étoile est attirée dans le trou noir, elle est déchirée à cause de la forte gravité à l'intérieur. Certaines de ses parties tombent dans le trou, tandis que les autres sont éjectées à des vitesses incroyablement élevées. Certains trous noirs pourraient avoir été formés de façon différente. Les premiers stades de notre univers étaient pour le moins assez chaotiques. Il y avait des températures et des pressions élevées, et cet état a façonné le cosmos tout entier. Dans les bonnes conditions, n'importe quelle vieille tache de gaz a pu se rétrécir pour devenir un trou noir. Et il en existe de toutes les tailles. De quelques kilos à des masses colossales comme celles de milliers de soleils. Et tout ce qui se trouve entre les deux. Les trous noirs ne sont pas vraiment noirs, ce sont des zones à forte gravité et aucun objet ne peut s'échapper lorsqu'il entre à l'intérieur. Ils se nourrissent de rayonnements électromagnétiques tels que la lumière et les particules spatiales. Comme ils consomment de la matière en permanence, les trous noirs émettent une lueur sombre. La Terre n'est pas si proche du bord inhospitalier du système solaire. Nous sommes en 6e position. Les scientifiques ont créé une carte 3D de notre système solaire où nous pouvons voir à quoi ressemble le bord. Il leur a fallu 13 ans pour la concevoir. La frontière s'appelle l'héliosphère externe. Elle marque la zone de l'espace où le vent solaire, qui est le flux de particules chargées que notre Soleil émet, est dévié et drapé par le rayonnement qui provient de la région vide au-delà de notre système solaire. La couche intérieure de l'héliosphère est celle où le Soleil et les planètes ont la forme approximative d'une sphère, alors que la couche extérieure n'est pas aussi symétrique. Cette asymétrie se produit parce que notre Soleil se déplace dans la galaxie et subit une friction avec le rayonnement qui se trouve devant lui. Boum! Je vais te parler d'une énorme explosion spatiale qui a fait se dresser les cheveux sur la tête des scientifiques lorsqu'ils l'ont découverte en février 2020. Sa taille et sa puissance sont énormes, même par rapport aux normes cosmiques. Nous avons fixé notre destination sur un groupe de galaxies dans la constellation de la Girafe. Si nos fusées pouvaient voler à la vitesse de la lumière, c'est aussi rapide que la lumière de l'ampoule de ta lampe qui atteint ton œil quand tu l'allumes, zoom instantané, il faudrait 2,6 milliards d'années pour arriver là où l'explosion a eu lieu dans l'espace. 2,6 milliards d'années. Waouh! Beaucoup de choses se sont passées durant cette période ici sur Terre. À cette époque, les dinosaures n'existaient même pas encore. La toute première forme de vie quittait l'océan pour se diriger enfin vers la terre ferme. Eh bien, nous voyageons plus vite que la vitesse de la lumière et nous arrivons à notre destination. On est sur le ground zero d'une explosion si grande qu'elle serait comme si 600 millions de soleils explosaient simultanément. Sachant que notre Soleil est déjà absolument gigantesque, comme tu le sais, il pourrait contenir 1 million de terres. En fait, 99,8% des éléments qui composent notre système solaire sont le Soleil en lui-même. Les 0,2% restants sont toutes les autres planètes, lunes, astéroïdes et autres corps cosmiques qui flottent autour de notre étoile. Et voici la chose vraiment intéressante. Cette explosion a duré 100 millions d'années, soit le temps entre aujourd'hui notre monde numérique actuel, avec ses smartphones et ses voitures à moteur, jusqu'à l'époque des dinosaures. Alors, qu'est-ce qui a déclenché cette explosion spatiale aux proportions si dingues? Un trou noir, quoi d'autre? Ce monstre a avalé tellement de substances diverses qu'il s'est étouffé et a émis une quantité de faisceaux de plasma. Ils ont traversé l'espace et ont formé un désert cosmique tout autour du site. On pensait que c'était la plus grande explosion de l'univers, mais tôt ou tard,
tous les records sont battus. Nous nous dirigeons vers un autre amas de galaxies, celui-ci s'appelle Ophiuchus. Une explosion a retenti ici et elle était 5 fois plus puissante que celle de la girafe. Elle était si grosse qu'on pouvait facilement aligner 15 voies lactées sur sa zone d'explosion. Notre galaxie a plus de 100 000 années-lumière et abrite 200 milliards d'étoiles. Waouh, c'est le bon mot. C'est la plus grande explosion spatiale depuis le Big Bang, la fameuse, celle qui a tout déclenché il y a 13,8 milliards d'années. Quelle était donc la source de cette explosion? Pour répondre à cette question, il nous faut une simple analogie. Tout comme sur la Terre, l'espace a ses propres mégalopoles. Ces New York et Tokyo du cosmos sont énormes, elles aussi. Et quand je dis énormes, c'est parce que je n'ai pas d'autre mot. Je cherche, cela dit. On les appelle officiellement des superamas de galaxies. Au centre des galaxies les plus gigantesques, on trouve un trou noir supermassif. Aujourd'hui, les scientifiques ne savent toujours pas grand-chose sur ces amas, mais la théorie veut qu'il s'agisse essentiellement d'un tas de choses ou de matières qui se compriment en un minuscule point qui ne peut même pas être mesuré parce qu'il est infiniment petit. Oui, des choses compliquées. Imagine les choses ainsi. Ce serait comme prendre la Terre entière et la réduire à la taille d'un grain de riz. Mais ce grain de riz aurait toujours le même poids que la planète. Tous ces éléments seraient vraiment très comprimés. Donc plus de matière égale plus de gravité, ce qui signifie que l'attraction d'un trou noir est inévitablement forte. Même la lumière ne peut pas la traverser, d'où la partie noire de son nom. Ce qui est drôle, c'est que nous ne pouvons même pas les voir avec nos yeux. Les trous noirs ne brillent pas et ne reflètent pas la lumière, ils l'absorbent comme on le fait avec les spaghettis. Miam, ça me donne faim rien que d'y penser. Mais revenons aux énormes choses de l'espace qui font boum. Un trou noir supermassif a explosé dans ce superamas de galaxies nommé Ophiuchus. Ce monstre a cessé d'attirer tout ce qui l'entourait, comme le font habituellement les trous noirs. Bien au contraire, il s'est mis à cracher des trucs. Un flux de plasma colossal a traversé l'espace presque à la vitesse de la lumière et a percé une bulle de 1,5 million d'années-lumière de diamètre. Chaque millième de seconde, c'était comme si 20 milliards de mégatonnes de TNT explosaient. Et cela a continué pendant 240 millions d'années. Mais maintenant, j'attire ton attention sur le vrai poids lourd de la Voie lactée. C'est le gars le plus coriace de la galaxie. Un trou noir supermassif appelé Sagittarius A étoile. La masse de cette bête est 4 millions de fois celle du Soleil. Et tu vas aimer ceci, elle n'est qu'à 25 000 années-lumière de notre planète. En termes de rapport dans l'espace, cette chose est comme l'équivalent de notre voisin 2 maisons plus loin dans la rue. Attends, ne panique pas besoin de faire tes bagages et de déménager. Notre voisin a heureusement abandonné son ancienne activité de lanceur de jets chauds dans l'espace. Mais en 2019, il a fait battre le cœur des astronomes. Près de cette étoile, ils ont remarqué un flash 75 fois plus élevé que la normale. Leur théorie, numéro 1, le trou a englouti une partie d'une étoile qui se trouvait bien trop près pour être à l'abri. Ou bien, numéro 2, un nuage de gaz s'est écrasé sur lui. Après un pic d'activité de 14 heures, l'étoile du Sagittarius A étoile s'est finalement calmée. Ouf! Mais dans le passé, ce géant avait un sacré tempérament et savait mettre le feu à l'espace. Il y a 3,5 millions d'années, nos très anciens ancêtres, genre techniquement ils n'étaient pas encore humains, traversaient déjà l'Afrique à pied. Innocents, ils ignoraient qu'un cataclysme se produisait très loin dans le ciel, juste au-dessus d'eux. Cela a ressemblé à une balise qui s'est allumée tout à coup et a émis 2 faisceaux avec une forme conique. Le tout a été déclenché par un nuage d'hydrogène 100 000 fois plus grand que le Soleil. Il s'est approché un peu trop près et l'étoile Sagittarius A étoile a réagi. Ces jets de plasma ont traversé l'espace pendant 200 000 années-lumière et ont continué pendant 300 000 ans de plus. C'est un claquement de doigts sur l'échelle cosmique, mais les astronomes trouvent encore aujourd'hui des traces de ce boom. Les étoiles à neutrons savent aussi comment déclencher de gros feux d'artifice. Elles apparaissent lorsque des étoiles géantes sont à court de carburant et s'effondrent sur elles-mêmes. Imagine que le Soleil en entier soit comprimé à la taille d'une petite ville. Oui, cela rend les étoiles à neutrons incroyablement denses et lourdes. Une cuillère à café de leur matière pèse environ 10 millions de tonnes. Elles tournent extrêmement vite, des centaines de rotations complètes par seconde. Et pour certaines d'entre elles, elles lancent des faisceaux d'énergie depuis leur pôle, ce qui leur donne l'apparence d'un phare cosmique.
l'une des étoiles à neutrons la plus intéressante se trouve dans la constellation du Sagittaire. Comme les trous noirs, elle possède une puissante gravité et attire des tonnes de matière. Tout cela s'accumule dans un énorme disque qui tourne. Cette étoile en particulier était alimentée par l'hydrogène d'une étoile voisine. Elle a englouti sa voisine et elle a absorbé tellement de matière qu'elle s'est mise à chauffer. Le résultat, une gigantesque boule de feu lancée depuis sa surface. Les astronomes en ont été témoins le 20 août 2019. Ils ont vu un flash de 20 secondes qui a illuminé l'espace. C'était l'explosion la plus brillante que la NASA ait jamais vue. L'étoile a dépensé pour cela plus d'énergie que le Soleil n'en produit en plus d'une semaine. Mais bien sûr, rien ne vaut le plus grand boom de tous, celui qui a apporté la vie à notre univers tout entier, selon la théorie la plus répandue. Mais d'abord, un petit retour en arrière. Les scientifiques estiment que seulement 5% de l'univers est constitué d'étoiles, de planètes, d'astéroïdes, de comètes, de nuages de poussière, de toi, moi, ton chinchilla, de toute la vie, en gros de tout ce que tu peux voir de tes propres yeux. Alors, que peuvent être les 95% restants ? Même si ça a l'air louche, c'est la mystérieuse énergie noire et la matière noire. En termes simples, elles sont comme le yin et le yang de l'espace. La matière noire attire les choses les unes vers les autres grâce à la gravité. C'est la colle de notre univers qui maintient tout ensemble. L'énergie noire fait le contraire. Elle fait que les choses se repoussent et s'éloignent les unes des autres. C'est ce que dit la théorie. Et bizarrement, l'énergie noire fait que les choses qui sont déjà loin entre elles s'éloignent de plus en plus. Les scientifiques peuvent même le constater par eux-mêmes. Plus une galaxie est lointaine, plus elle s'éloigne rapidement de la Terre. Mais ces deux forces n'ont pas toujours été présentes. En fait, il y a environ 13,8 milliards d'années, il n'y avait rien autour. Tout était condensé en un minuscule point infiniment petit. Cela te semble familier ? Oui, ce mystérieux point qui rétrécit à jamais se trouve aussi au centre des trous noirs, et c'est ce qu'on appelle une singularité. C'est là que notre science et nos maths s'effondrent. C'est la chose la plus déconcertante qui soit. Mais un jour, ce point incroyablement dense et chaud a commencé à s'étendre dans toutes les directions. Et il a grandi plus vite que la vitesse de la lumière. Il a doublé sa taille 100 fois en une fraction de seconde. Si tu veux plus de détails, c'est 1/100 de milliardième, de trillionième de seconde. Oui, plus le temps passait, plus elle grandissait vite et plus elle était grosse. Et elle s'est agrandie depuis, comme si on faisait exploser un ballon qui n'éclate jamais. Les scientifiques ont appelé cette expansion le Big Bang. Et voilà,